Bonsoir à toutes et tous. Comme promis, voilà, pour le coup, je fais le live ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. J'espère que vous avez tous passé de belles vacances, un bel été. Voilà, donc ce soir, j'ai décidé, parce que j'ai lu en fait une étude sur justement les couples heureux et ce qui se passait dans les couples dysfonctionnels. Et j'ai trouvé l'étude très pertinente parce que en fait cette étude vraiment donne des chiffres. Ce sont des couples qui ont été observés, filmés dans leur quotidien. En fait, il y avait un studio, un petit appartement témoin, et les couples acceptaient en fait de se prêter au jeu, justement d'être filmés et d'être observés pendant en fait que tout se déroulait. Et donc j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que en fait c'est la première étude qui a été faite sur les couples sans que ce soit des questions qu'on pose aux couples et qui s'auto-évaluent, mais que là ça a été vraiment en fait des psychologues qui ont évalué en fait ce qui se passait dans ces couples. Et donc il y a le côté scientifique aussi que en fait ces couples-là ont été observés du point de vue de leur tension, du point de vue des pulsations cardiaques, du point de vue hormonal aussi, puisque apparemment on leur demandait d'uriner dans des pots pour justement en fait mesurer les taux d'hormones dans leurs urines, de façon à savoir vraiment comment le corps réagissait à certains stimuli. Voilà, donc il y a des choses super enrichissantes que moi j'ai trouvé hyper pertinentes et voilà. Et donc bon, par contre j'ai pris en fait des notes, hein, j'ai des papiers devant moi, donc je vais peut-être un peu lire parce que en fait l'étude, je la connais pas par cœur. Par contre, moi, ce que je vais pouvoir apporter, c'est du coup mes explications, puisque comme vous le savez sûrement, je suis thérapeute de couple aussi, en dehors d'être une coach. Voilà, donc du coup, je vais beaucoup parler. Si jamais vous avez des questions à me poser, alors j'y répondrai à la fin. Ce sera pour pas en fait me couper dans les explications que je vais vous donner. Voilà, parce que il y a vraiment plein de choses très logiques et que je voudrais pas oublier quelque chose en fait, parce que ça me paraissait tellement intéressant. Et c'est vrai que ça rejoint ce que je travaille moi dans mon programme d'accompagnement avec les personnes que j'accompagne. Ce qui fait que cette étude-là, je peux d'autant mieux en fait l'expliquer. Voilà, mais il va y avoir des éléments quand même nouveaux qui sont particuliers aux hommes, particuliers aux femmes. Et c'est vrai que je trouve que ça a mis beaucoup de lumière sur tout ce que moi j'apprends aussi à mes clients. Voilà. Donc je suis ravie vraiment de vous retrouver parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait de live. Je me suis accordé une pause pendant l'été, donc voilà. Donc du coup, j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis bonjour à tous parce que là, parmi vous, je vois plein d'anciens clients et ça me fait trop plaisir que vous soyez présents. J'espère que ça va vous intéresser. J'avais très envie de vous le transmettre. Voilà. Bon, maintenant que ma petite introduction est faite, je vais vous parler donc de ce qui a été découvert et aussi voilà de comment en fait se comporte un couple heureux, de comment se comporte un couple dysfonctionnel et des axes d'amélioration et de ce qu'on peut changer pour qu'un couple puisse fonctionner. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par les croyances en fait concernant la thérapie de couple, concernant le couple, concernant les hommes. Voilà, donc déjà il y a des fausses croyances qui circulent bien souvent et étonnamment, c'est vrai que elles sont pas forcément justes. Donc voilà, je vais vous les partager. Donc déjà, la première croyance qui est pas forcément juste, c'est que les névroses ou problèmes de personnalité peuvent anéantir le couple. C'est comme si en fait des personnes, si vous voulez, qui ont alors eux ils l'appellent comme ça dans l'étude, une tare, c'est comme si elles pouvaient pas être en couple avec quelqu'un. Et ça déjà c'est archi faux, parce qu'il suffit en fait que la personne trouve quelqu'un qui veut bien fonctionner avec elle, que la tare va moins déranger qu'une autre. Voilà, donc aussi c'est pareil quand j'explique par exemple à mes clients que leur blessure d'abandon, même s'il n'est pas complètement réglé, on peut quand même trouver des compromis avec l'autre, lui demander des choses par rapport à notre blessure, parce que dans le couple ça soigne aussi. Voilà, ça confirme un peu ces dires. Ensuite,
il y a une autre fausse croyance, c'est que les activités partagées renforcent le couple. En fait, c'était pas tout à fait juste ça, parce que dans l'étude, ils expliquaient que tout dépendait de la qualité du moment de partage. C'est-à-dire que ça peut renforcer le couple si le couple s'entend bien, s'il n'y a pas de dispute, etc. Mais si c'est par exemple un couple qui se dispute, qui a tendance à être du coup dans une mauvaise passe, ça peut les mettre plus en difficulté que ce que ça les arrange. Et puis qu'il y a des couples aussi qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir plein de moments de partage en extérieur du foyer. Et en fait, il suffit que le quotidien fonctionne bien entre eux, ça leur suffit. Voilà. Ensuite, la croyance numéro 3, c'est le donnant-donnant. C'est-à-dire que dans un couple, il faut que une personne donne exactement la même chose que l'autre. En fait, c'est archi faux. Parce que c'est justement l'opposé, c'est-à-dire c'est les caractéristiques d'un mariage malheureux. Alors bien sûr que dans un couple, bien sûr qu'il faut des échanges, parce que si c'est à sens unique, ça peut pas marcher. Par contre, de se mettre à compter en fait ce que je vais donner à l'autre, les gestes d'affection que je vais donner à l'autre, comment je vais m'occuper de la personne et tout ça, si vous voulez d'être comptable, c'est au contraire le signe en fait d'un couple qui marche pas très bien en fait. Voilà. Ensuite, on dit aussi que éviter les conflits peut détruire un mariage. Alors a priori, ce qui ressort de l'étude, c'est que éviter les conflits, ça détruit pas un mariage. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut trouver un partenaire qui fonctionne surtout comme soi. Voilà. Il disait que la priorité, c'était que si les deux fonctionnaient comme ça, à pas se parler, de ce qui pouvait poser problème et avoir tendance peut-être même à passer au-dessus des problèmes, ça posait pas souci. Par contre, dans l'étude, ils disaient bien que les disputes dans le couple, elles étaient juste normales en fait, ou en tout cas les désaccords, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on a des désaccords qu'on doit se disputer, mais en attendant, c'était quelque chose de forcément normal puisqu'on est des êtres différents, donc forcément, à des moments, ça va grincer. Ensuite, une autre croyance, c'est l'infidélité est la cause fondamentale des séparations. Donc ça c'est pareil. En fait, l'infidélité c'est pas la cause des séparations et des divorces. L'infidélité c'est la conséquence en fait des couples qui ne vont pas bien. Parce que quand on va être infidèle à la personne avec qui on est, c'est parce qu'on recherche à l'extérieur du couple ce qu'on ne retrouve pas au sein du couple. D'ailleurs, en thérapie de couple, ça c'est à part de l'étude, c'est moi qui vous le dis, on préconise justement que le couple règle ses problèmes entre eux. C'est-à-dire que personne ne doit se mettre au milieu du couple et éviter les conseils des amis, éviter les conseils de la belle-mère ou de la mère, éviter... pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le couple qui doit se construire à deux et surtout trouver des solutions ensemble, pas avec une tierce personne. Si vous voyez que les personnes, elles sont plutôt bienveillantes et qu'elles sont pas dans le jugement de votre partenaire aussi, du genre, elles vont pas prendre en fait votre parti nécessairement. Bon, c'est quelque chose qui est difficile quand on soutient quelqu'un et que c'est peut-être notre meilleur ami. Donc c'est pour ça qu'on préconise d'éviter des tierces personnes au milieu du couple. Parce que en fait, si on se retrouve face à son couple et qu'on n'arrive pas à régler les problèmes, il vaut mieux aller voir un thérapeute de couple qui lui va être impartial et qui va pas être dans le jugement, plutôt que en fait des proches que ça va marquer ce que vous allez peut-être lui raconter et tout ça. Et après, même si par exemple vous vous rabibochez, pardon, du coup pour vos amis, vos proches, en fait, ça va rester quand même une trace quoi de quelque chose qui aura dysfonctionné dans le couple. Voilà. Voilà. Ensuite, les hommes ne sont pas biologiquement conçus pour être monogames. Donc en fait ils ont étudié donc ça et en fait c'est faux parce qu'ils se sont rendus compte que depuis que les femmes s'étaient mises à travailler à être dans la vie active au même titre que les hommes, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait même peut-être un peu plus de femmes infidèles que d'hommes infidèles au final. Et donc, ils attribuent ça plutôt à l'opportunité, en fait, aux opportunités qu'on a de rencontrer du monde. Excusez-moi. Oula. Excusez-moi. J'ai avalé de travers. Donc,
Alors, les hommes et les femmes viennent de planètes différentes. Donc, en fait, ça aussi, c'est archi faux qu'on est différents parce que ils ont trouvé que la satisfaction amoureuse et sexuelle au sein du couple dépend à 70% de la qualité de l'amitié dans le couple. Donc, on est bien sur la même planète. Donc, 70% de la qualité du couple dépend vraiment de comment on entretient notre relation. Voilà, donc ça, c'était un peu pour, on va dire, les croyances limitantes qu'on pourrait avoir sur le couple. Donc ensuite, je vais vous parler des principes qu'ils ont fait ressortir des études pour être heureux en couple. Donc le premier principe, c'est d'abord d'avoir de l'amitié pour son partenaire plutôt que de l'antagonisme, c'est-à-dire être plutôt copain avec son partenaire plutôt que sans arrêt vouloir aller contre son partenaire et sans arrêt vouloir avoir raison et sans arrêt discréditer son partenaire sur son avis etc. Donc voilà, donc en fait, il parle de, en fait, l'amitié, c'est en fait exprimer en fait son affection, c'est le respect mutuel, le plaisir d'être ensemble, l'intimité et l'estime l'un pour l'autre. Voilà ce qui définit ce que eux appellent dans l'étude l'amitié dans le couple. Ensuite, alors la deuxième chose, elle est très importante celle-là. C'est c'est les couples en fait qui savent faire des tentatives de rapprochement, c'est-à-dire ce sont les couples dans lesquels on sait calmer le jeu, c'est-à-dire qu'on va voir l'autre en face qui s'excite, on va faire peut-être un geste qui va le faire rire, peut-être qu'on va lui dire d'accord je te comprends, ok je t'entends, ça va être une tentative de voilà, et ça c'est très important. Parce qu'on verra un peu plus tard que justement dans les couples qui fonctionnent plus trop bien, ces tentatives de rapprochement soit elles n'existent plus parce que chacun se mure dans son silence, soit il y en a un des deux qui fait la tentative mais elle reste vaine parce que l'autre est tellement enfermé dans son truc que du coup c'est irrécupérable. Voilà. Ensuite, accepter que la plupart des querelles sont insolubles. Voilà, donc c'est vrai que en fait, dans l'étude, ils expliquent que 69% des querelles d'un couple sont insolubles. Donc en fait, il y en a, on va dire à peu près une trentaine de pourcents qui sont solubles. Donc ça, bien souvent, bon, peut-être que je le détaillerai un petit peu plus tard après, mais c'est souvent dans la communication qu'on arrive à résoudre les choses. Et tout le reste, en fait, c'est insoluble. Mais vous verrez dans le déroulé que du coup, c'est pas désespéré et que en fait, il y a des solutions. Ensuite, il y a comprendre le rêve de chacun derrière un conflit et apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que en fait, chacun a ses valeurs. Chacun a des principes de vie qui sont importants pour lui. Et donc, très important, de respecter ça. De respecter que l'autre est différent de moi. Et que ça, en fait, c'est quelque chose que je pourrais pas changer. Par exemple, cette valeur haute pour lui ou cette valeur haute pour moi, je pourrais pas changer. Mais l'autre doit le comprendre parce que moi, j'ai toujours fonctionné... Enfin, c'est ancré en moi. Voilà. Donc voilà pour les caractéristiques un petit peu des couples qui fonctionnent pour le moment. Hein. Après, ça va être un peu plus détaillé. Hein. Donc maintenant, je vais parler des caractéristiques du couple qui est sur la mauvaise voie. Donc il y a des indices. Donc déjà, la première des choses, c'est que quand les couples qui sont pas sur la bonne voie se disputent, le démarrage de la dispute est brutal. C'est-à-dire que on saute direct à la gorge de l'autre, on envoie direct un pic, on envoie direct quelque chose une attaque hein, en fait à l'autre. Et ça, ils l'ont étudié vraiment dans le fameux laboratoire pour les couples. Ensuite, l'indice numéro 2, et c'est un indice pas des moindres, c'est en fait la présence de ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, c'est vraiment un terme en thérapie de couple. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est 4 en fait attitudes que les personnes ont dans le couple qui tuent le couple en fait. C'est vraiment le summum de la toxicité dans la relation. Et donc, ces 4 cavaliers. Donc, il y a la critique.
C'est-à-dire que je vais de suite attaquer mon partenaire en lui disant tu es comme ci, tu es comme ça. En fait, c'est vraiment une critique sur sa personne et quelque chose de dénigrant ou d'humiliant. Voilà. Donc c'est surtout que c'est un reproche en fait sur l'être, la critique. Le deuxième cavalier, c'est le mépris. Alors ce mépris, en fait, il vient de l'émotion de dégoût. Et là, en fait, le but, il n'est pas de résoudre le problème de la dispute, il est d'humilier la personne. Donc, ça va être du sarcasme, du cynisme. Et en fait, voilà. En fait, ce qui est important à retenir par rapport au mépris, c'est en fait quelle intention j'ai envers mon partenaire. Se dire au moment où je suis en train de lui dire ça, si je suis bienveillant et justement il y a ce côté du coup amical où on parlait de comment dire de l'estime de l'autre, du respect de l'autre. Quelle intention j'ai là pour le coup quand je suis cynique, sarcastique et que j'humilie l'autre quoi ou que je cherche en fait à l'humilier. Ensuite, il y a aussi dans le mépris, il y a aussi une histoire d'avoir raison en fait. Donc j'ai raison, je sais, moi je sais et toi tu sais pas. Et donc là c'est pareil en fait, ce qu'il faut conscientiser, c'est qu'en fait il faut faire un choix en fait entre vouloir avoir raison ou vouloir toujours avoir raison ou vouloir que son couple fonctionne. En fait, il y a des choses à lâcher. Voilà. Et ensuite, il y a le troisième cavalier, c'est l'attitude défensive. Donc là, c'est le problème, c'est pas moi, c'est toi. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle moi souvent avec mes clients la partie de ping-pong, quoi. C'est-à-dire, je te renvoie, tu me renvoies, je te renvoie, tu me renvoies. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et puis, au final, pour rien trouver du tout de productif pour le couple ou pour trouver aucun accord ensemble. Voilà. Ensuite, alors. La dernière chose, c'est la dérobade. Alors la dérobade, c'est souvent très masculin. La dérobade, c'est qu'en fait, quand un peu les hommes rentrent, on va dire, dans leur grotte, c'est-à-dire qu'ils se mettent en retrait, ou bien qu'ils s'arrêtent de parler et que en fait ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. En général, la personne, elle ne bouge pas et c'est comme presque si ça lui était égal. Alors ça, la dérobade, en fait, c'est... alors je vais expliquer pourquoi c'est beaucoup masculin. C'est parce que les hommes... Mince, j'ai failli faire tomber mes papiers. C'est parce qu'en fait, les hommes, ils supportent beaucoup moins la pression d'une dispute. En fait, physiologiquement, ils sont constitués de façon à redescendre beaucoup plus lentement que les femmes. Ça c'est lié en fait à des choses vraiment très ancestrales, c'est-à-dire que on en revient encore à l'histoire de la chasse. C'est que les hommes en fait quand ils étaient donc face au gibier qu'ils devaient chasser, ils avaient une décharge d'adrénaline qui faisait qu'ils maintenaient en fait un certain niveau de stress et donc en fait et ça les poussait à avoir comme réaction quand ils étaient face en fait aux animaux, soit à courir, c'est-à-dire à attaquer en fait, hein, soit à fuir. Donc les hommes ont beaucoup plus de difficultés parce que c'est encore ancré apparemment en eux et je vous expliquerai parce qu'il y a d'autres études en fait qui ont été faites dans ces dernières années justement par rapport à ça qui l'ont du coup prouvé parce que les personnes, les hommes et les femmes ont été vraiment observés. Bon, je vous expliquerai ça plus tard, mais bon, en tout cas, voilà, les hommes mettent beaucoup plus de temps à redescendre, donc les hommes vont avoir tendance plutôt à éviter le conflit, à éviter les conversations, parce qu'en fait, ça leur demande certainement plus d'énergie que les femmes pour redescendre après. Et il se passe un autre phénomène après dont je vous parlerai. Mais c'est que pour le coup, les hommes, en fait, ils ont le temps où ils vont en fait redescendre. Mais pendant qu'en fait, du coup, ils n'arrivent pas à redescendre, ils vont contre-attaquer en fait, et c'est ça qui va les faire redescendre. Donc voilà, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu mieux après grâce aux études qui ont été faites. Ensuite, l'indice numéro 3 des couples qui vont pas bien, c'est le sentiment de noyade. Donc en fait, là, c'est comme un état de choc pendant une dispute. C'est fortement lié à la dérobade.
Et en fait là, c'est que l'homme souvent, c'est souvent l'homme, hein, il a les battements cardiaques au taquet, il se sent pas forcément très bien. Il y a un peu un phénomène un peu aussi de stupeur, quoi, je bouge plus, quoi, je suis un peu stoïque. Voilà. Ensuite, quatrième indice, donc il y a le langage corporel, donc ce que je disais, l'accélération des battements cardiaques, l'augmentation de la pression artérielle, des sueurs froides, et en fait c'est le corps qui réagit à la sécrétion d'adrénaline comme s'il était face à un danger. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc dans cet état-là de noyade, il n'y a aucune possibilité de résoudre un conflit parce que finalement, quand ça arrive, donc bon, comme je vous dis, c'est souvent l'homme a priori qui est dans cet état-là. La seule chose en fait pour lui qui lui reste à faire justement, c'est de rentrer dans les quatre cavaliers justement. C'est-à-dire que ça va être critiqué, contre-attaqué donc comment dire, mépriser l'autre parce que c'est la seule chose en fait qui le fait redescendre en tension. Voilà, donc du coup c'est là que je vais vous expliquer un petit peu le test qui a été fait donc sur les hommes et sur les femmes par rapport à leur réaction aux disputes. C'est qu'en fait ils ont pris un groupe de femmes et un groupe d'hommes, ils les ont soumis en fait à des insultes. Et après, dans la seconde partie du test, il leur laissait 20 minutes pour redescendre. Et en fait, pendant ce temps-là, ils continuent à mesurer les pressions artérielles, le pouls et le taux d'hormones. Et ils se sont rendus compte alors on avait deux réactions complètement différentes, les hommes et les femmes. C'est que les hommes, pendant le laps de temps de 20 minutes, ne redescendaient absolument pas. Et les femmes, par contre, redescendaient très très vite. Et donc, ensuite, ils ont laissé l'opportunité aux hommes et aux femmes de riposter par rapport aux insultes qu'ils avaient reçues. Et ils se sont rendus compte que les hommes, justement, leur pression artérielle redescendait à partir du moment où ils pouvaient rendre l'appareil, en fait. Tandis que les femmes, au contraire, elles se sont remises à monter en tension du fait qu'elles se lâchaient pour comment dire, proférer des insultes. Voilà, donc du coup, on a des réactions complètement différentes. J'ai appris aussi que dans cette étude, ils expliquaient que en fait, donc je vous ai expliqué le côté homme, en fait, les réactions en fait un peu primaires qui restaient en fait à nos jours, mais aussi pourquoi nous en fait on redescend plus rapidement. C'est parce qu'à priori nous je sais pas où, si c'est dans le cerveau, dans nos gènes, mais parce que ça, l'étude elle le précisait pas. C'est qu'apparemment nous c'était parce que en fait quand on est plus calme et que on a des enfants en bas âge, on a plus de production de lait. En fait, le stress fait diminuer la production de lait et c'était pour du coup les femmes elles étaient beaucoup plus calmes pour produire beaucoup de nourriture pour les bébés en fait. Hein, voilà. Donc a priori ça viendrait de ces explications là. Voilà, je pense que à ce sujet, je vous ai tout expliqué. Ensuite, il y a un cinquième indice, donc dans les couples qui dysfonctionnent, c'est l'échec des tentatives de rapprochement. C'est-à-dire les tentatives de rapprochement, comme je vous ai expliqué, en fait, c'est les efforts du couple pour diminuer la tension et donc freiner aussi ce sentiment de noyade dont je vous ai parlé. Alors, exactement, il y a plus d'attitude défensive, moins les tentatives pour désamorcer le conflit sont possibles. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qui règle le conflit, c'est la tentative de calmer le jeu, la tentative de communiquer. Voilà, et en fait, dans les couples qui dysfonctionnent, comme ces tentatives, elles n'existent plus, ça termine toujours par le départ d'un ou même des deux partenaires, et puis finalement, rien de trouvé au bout comme compromis ou comme désamorcement, quoi, en fait. Voilà, donc il y a un chiffre, c'est 82% de divorces avec la présence des quatre cavaliers régulièrement, mais avec les tentatives de rapprochement réussies, le couple tient même avec les cavaliers. Donc en fait, ce qui veut dire que vraiment ces tentatives de rapprochement, elles ont une importance capitale, mais aussi le rapprochement, c'est pareil, on en revient encore à l'intention qu'on a vis-à-vis de l'autre quand on lui parle lors des disputes. Est-ce que j'ai l'intention d'arranger les choses
ou est-ce que j'ai juste l'intention de lui casser du sucre sur le dos ou de lui montrer que j'ai raison. Voilà. Voilà, donc 90% de divorces. Ouais, il y a 90% de divorces en fait lorsque les tentatives de rapprochement échouent ou s'ils ne sont pas entendus. Alors en fait, par rapport au... Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, en fait, on augmente en fait vraiment de beaucoup le taux de séparation quand ces tentatives de rapprochement n'existent pas ou sont pas entendues. Ensuite, indice numéro 6. Les mauvais souvenirs envahissent le couple. C'est-à-dire que en fait, les couples, ils se rappellent des disputes, mais ils se rappellent plus des bons souvenirs, ou les bons souvenirs amènent à des critiques, amènent à des commentaires, et en fait, il n'y a plus rien de très positif dont se rappelle le couple. Donc en fait, c'est la fin du couple quand souvent tout le monde est calme, mais par contre, ils mènent des vies en parallèle. Donc dans un couple qui vraiment où c'est la fin, c'est qu'on considère que les problèmes sont graves. On a l'impression qu'il est inutile d'en discuter, que ça revient en permanence et sans arrêt, et que de toute façon, en fait, c'est une boucle sans fin. On tente de résoudre seul ses propres problèmes, donc on n'en fait plus part à notre conjoint, conjointe. Et il y a la solitude qui s'installe, donc le sentiment d'être seul, quoi. Voilà. Donc, va y avoir aussi notre croyance, c'est que on pense que sauver un couple, c'est faire diminuer les tensions et éviter les fameux 4 cavaliers. Mais en fait, le meilleur moyen en fait d'éviter qu'un couple se sépare, ça se situe pas en fait la thérapie dans les moments de conflit et dans les endroits où on se dispute, mais ça se situe dans tout ce qui se passe en dehors de ces moments de désaccord. C'est-à-dire comment est-ce que je prends soin de mon couple, comment on prend soin de notre couple. Voilà, donc d'abord, hop, excusez-moi, je tourne ma page. Donc voilà, donc pour avoir une vie amoureuse réussie. Bon, je vous en ai déjà tout à l'heure un peu parlé, mais je vais peut-être un petit peu détailler. Donc pour une vie amoureuse réussie, les ingrédients, c'est une réelle amitié. Donc là, c'est s'intéresser aux détails de l'autre. Par exemple, c'est tout bête, mais combien de sucre il met dans son café, est-ce qu'il prend sa vinaigrette à part, les petites manies, les habitudes, les attentions pour l'autre, les moments de joie, ses goûts, qu'est-ce qu'il aime pas, ou elle, hein, ses craintes, ses aversions, les grandes lignes d'événements de vie de l'autre, voilà. Donc ça, c'est la réelle amitié. Ensuite, il y a cultiver la tendresse et l'estime réciproque. Donc ça, c'est carrément l'antidote du mépris. A priori, c'est quelque chose qui peut sauver les couples. Voilà. Ensuite, donc là-dedans, il faut rester convaincu que notre partenaire mérite d'être honoré et respecté. Donc, toujours avoir au fond de soi que mon partenaire, j'ai envie de le respecter, j'ai envie de l'honorer, j'ai envie de l'entendre. Donc, voyez un peu toutes ces personnes qui manquent d'empathie quand vous allez leur parler de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce qui vous blesse et qui ne vous écoutent pas. Tout ça, c'est des relations qui sont quasi impossibles à sauver, hein, en fait, hein, parce que du coup, il n'y a pas de réelle amitié, il n'y a pas de la tendresse et l'estime réciproque, en fait, qui sont nourries. Donc en général, le couple, dans ces cas-là, il court un grave danger. Lorsque tout ça s'est éteint, en fait, qu'il n'y a plus rien, que j'ai plus d'estime pour mon partenaire, que mon partenaire il me sort par les yeux, que je le supporte plus, c'est quasi terminé, quoi. Ensuite, autre élément pour avoir une vie amoureuse réussie, c'est se tourner l'un vers l'autre plutôt que se détourner de l'autre. Donc là, il y a montrer son affection. Ah oui, il y a aussi un truc hyper important, c'est que souvent on va chercher, quand l'autre nous parle d'un problème, à être en mode solution. C'est-à-dire, on va chercher à lui donner des conseils ou trouver une solution pour lui ou pour elle. Sauf que le ressenti, quand l'autre cherche à faire ça, c'est en fait, je me sens pas entendue. C'est presque comme si l'autre, le fait qu'il nous donne une solution, en fait, on dégage vite le problème. On n'écoute pas vraiment, en fait.
Voilà, là-dedans, donc dans se tourner vers l'autre plutôt que se détourner de l'autre, il y a aussi s'intéresser sincèrement à ce que l'autre dit et le comprendre. Il y a aussi le fait de se ranger dans son camp par solidarité. Donc en fait, par exemple, si votre partenaire vous raconte un conflit avec son patron, avec une amie, un ami ou quelque chose, ben en fait, votre partenaire, il a besoin que vous soyez de son côté et d'entendre que vous le soutenez ou la soutenez. Voilà, et donc il y a aussi le fait de valider ses émotions. C'est-à-dire c'est un petit truc tout bête, mais si vous validez que votre partenaire est triste, et si vous validez que oui, je comprends que ça t'ait mis en colère, en fait, votre partenaire, en fait, il va se sentir beaucoup plus compris et beaucoup plus entendu. Alors je dis votre partenaire compris, mais comprise aussi. Hein, je parle pour les femmes, je parle pour les hommes et les femmes. Donc ensuite, on en arrive encore à un point. Alors là, vraiment, c'est un point, je pense honnêtement, très important. C'est se laisser influencer par son partenaire. Là, on parle, quand je dis se laisser influencer par son partenaire, on parle de sortir de j'ai raison, t'as tort, des relations de pouvoir, de prendre une décision sans tenir compte de l'autre. Voilà, alors c'est beaucoup les hommes en fait qui se laissent pas influencer. Parce que dans le couple des hommes qui ne se laissent pas influencer, 81% de chances que son couple s'autodétruise. Alors, je parle des hommes, pas pour faire du sexisme, mais parce qu'a priori, quand ce sont les femmes qui... Enfin, déjà, les femmes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup plus influençable. C'est-à-dire que déjà, on accepte plus l'influence de l'homme qui partage notre vie. Et... Et puis les hommes, il y en a beaucoup en fait qui effectivement qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent comment dire, pas que leur femme porte la culotte comme on dit, mais voilà. Mais du coup, ces hommes-là en fait qui se laissent pas influencer, qui laissent pas parole à leur femme ou qui se laissent pas aussi convaincre. Voilà, qui se sentent vraiment... en fait, il y a 81% de risque que la relation s'autodétruise. Et donc aussi, ils ont remarqué qu'en fait, les couples les plus heureux, justement, c'était les hommes qui se laissaient influencer par leurs femmes. Donc, les hommes... ouais, c'est ça. Donc, ensuite, ça c'est ce que je vous ai expliqué par rapport aux femmes qui se laissent plus facilement influencer. Voilà, les hommes qui sont dans des couples heureux cherchent des compromis avec leurs femmes. Donc ça, c'est les caractéristiques qu'ils ont trouvées en fait chez ces fameux couples qu'ils ont observés, hein, parce qu'ils ont vu des couples divorcés, ils ont vu des couples au contraire se rabibocher. Voilà, ça a été vraiment observé. Donc voilà. Donc du coup, pourquoi? Ah oui, c'est parce que je dois changer de page. Pardon, excusez-moi, désolée. Hop. Alors, on va continuer. Voilà. Donc, parce qu'en fait, voilà, le pourcentage d'hommes qui va réagir, comme je disais, par les 4 cavaliers, en fait, il y en a 65%. Donc en fait, ça entraîne une escalade à la négativité, donc ces fameuses un peu parties de ping-pong où on se répond. Voilà. Et en fait, quand l'homme utilise ces 4 cavaliers, en fait, c'est l'indicateur de la difficulté à se laisser influencer par l'autre. C'est-à-dire qu'un homme qui va pas avoir de soucis à se laisser influencer par l'autre va pas utiliser en fait ces 4 cavaliers. Voilà. En fait, les 4 cavaliers, c'est aussi le signe de ne pas vouloir entendre le sentiment de l'autre. Donc dans l'étude, c'est pas moi qui le sort, mais c'était l'étude, il disait il est primordial que les hommes soient conscients du danger que représentent les 4 cavaliers. Voilà, et que même si un mari n'emploie pas souvent ses cavaliers, il court 81% de risque de nuire à son couple. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est moins les femmes parce qu'en fait, les femmes, elles se laissent plus facilement influencer, elles vont être un peu plus à l'écoute de leurs compagnons. Voilà. Voilà. Ensuite, les hommes qui sont heureux en couple, ils font sentir à leur femme qu'ils l'honorent et la respectent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, ils trouvent des compromis avec leur femme.
Ensuite, il y a aussi un truc du coup, un effet qui se coule à ça, c'est que le fait que les compagnons n'utilisent pas ces 4 cavaliers vis-à-vis de leurs femmes, du coup ça fait redescendre aussi la pression des femmes, et donc elles sont moins acariâtres lorsqu'elles abordent une discorde. C'est-à-dire que, parce que j'ai parlé beaucoup des hommes, mais nous, les femmes, on a tendance en fait à sortir la critique facilement, et ces fameux départs brutaux en fait de dispute, ça c'est plus de notre fait. Et donc en fait, le fait que les compagnons n'utilisent pas les cavaliers fait que ben, la femme elle se sent plus sereine et en fait elle est moins agressive vis-à-vis de son compagnon. Voilà. Donc ensuite, bon, il faut qu'il y ait une capacité d'écoute hein, dans le couple, c'est-à-dire d'entendre ce que l'autre veut vous dire. Quand il y a un désaccord, quels sont les besoins de chacun. Mais il faut savoir pas que entendre son propre besoin, même si ça vient de nous, la demande, etc. Mais entendre aussi le besoin de l'autre par rapport à son comportement. Donc voilà, donc tout ça, ça renforce le lien et ça renforce la fameuse amitié dont je parlais tout à l'heure. Et donc il y a aussi encore autre chose, un autre effet au fait que l'homme se laisse influencer par sa compagne, c'est que l'homme va développer une forme aussi d'intelligence émotionnelle encore plus, parce que comme je vous ai expliqué, pour les hommes c'est beaucoup plus difficile hein, de redescendre. Et donc il va apprendre lui-même à communiquer ses émotions et donc mieux gérer ses besoins également. Donc il y a quelque chose à comprendre. Alors ça c'est un peu moi qui l'ai rajouté parce que c'est vrai que parfois je travaille avec mes clients et clientes ES. C'est qu'il faut comprendre le pouvoir de notre intention. Toujours se rappeler dans les moments qui sont difficiles, quelle est mon intention? Est-ce que mon intention c'est faire mal à l'autre, blesser l'autre, ou est-ce que c'est trouver un compromis, trouver une solution à deux pour que le couple puisse continuer et que je mette pas des coups de canif dans le contrat, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi, alors pour les hommes, il y a un petit truc, c'est que l'intelligence relationnelle, c'est de réfléchir au message plutôt qu'à la façon dont le message est délivré. Donc ça, c'est pour un peu aider les hommes. C'est que parfois, quand votre femme va venir en mode critique, en mode de lancer un reproche, cherchez à comprendre plutôt quel est son besoin derrière, plutôt que de regarder la forme sous laquelle le message est délivré, parce qu'au plus vous allez comprendre votre femme, au moins les tensions seront présentes, et du coup par rapport à votre constitution a priori d'après ce qui est dit dans l'étude, ça peut être aussi très bénéfique pour vous. Voilà. Donc parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, la première des choses souvent c'est que l'homme a le réflexe de contre-attaquer et c'est pas forcément productif. Voilà. Ensuite, alors du coup, par rapport à la demande qui est faite derrière ce que j'étais en train d'expliquer, peut-être que ce serait pas mal que les hommes du coup puissent comprendre donc la demande de sa femme en face et trouver un compromis, quelque chose qui fait que lui il est ok et sa femme est ok. Voilà. Et donc là, on en revient à l'histoire que donc il y aura toujours des problèmes insolubles dans le couple à 69%. Et donc en fait, ces problèmes insolubles, ils doivent être transformés en autre chose qu'un bras de fer. Donc en fait, déjà par rapport à ces problèmes insolubles, il y a démarrer la discussion en douceur. Quand c'est trop difficile de parler du sujet qui pose problème et qui est difficilement soluble, donc c'est utiliser les tentatives de rapprochement. C'est être dans l'observation de l'autre. Est-ce que vous le voyez stressé? Est-ce que vous le voyez pas bien? C'est aussi apprendre à faire des compromis, parce que par exemple des fois dans certains problèmes, dans des conflits insolubles, bon il y a un noyau, mais par contre autour du noyau il y a des choses quand même sur lesquelles on peut on peut faire des compromis, on peut trouver quelques solutions pour alléger un peu le noyau qui pose souci et qui est pas soluble. Et ensuite il y a aussi être plus tolérant sur les imperfections de l'autre.
Voilà. Ils expliquaient dans l'étude que la règle fondamentale avant de faire une demande pour changer un fonctionnement chez l'autre, c'est d'abord de s'intéresser à la raison pour laquelle l'autre agit de cette façon et lui faire sentir qu'on le comprend. C'est-à-dire que dans une communication saine, en fait, d'abord, avant de faire une demande à l'autre pour soit trouver un compromis, soit faire un changement, quel qu'il soit, c'est déjà chercher à comprendre pourquoi l'autre fonctionne de cette façon-là ou pourquoi l'autre agit de cette façon-là. Voilà. En fait, s'il y en a un des deux du couple dans une dispute ou dans un conflit qui se sent rejeté, le conflit, il est insoluble en fait. Hein, mais vraiment, c'est impossible de s'entendre et de régler le problème. Après, il y a une autre chose à comprendre que je dis souvent à mes clients, c'est que dans un conflit, personne n'a jamais tort, personne n'a jamais raison. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa vérité, chacun a sa vision des choses, mais c'est pas parce que l'autre n'a pas exactement la même que moi que l'autre a nécessairement tort. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça permet de remettre un peu de respect dans le couple et de dire bon, bah c'est pas parce que en fait mon compagnon ou ma compagne ne pense pas de la même façon que moi que en fait j'ai forcément raison et qu'on doit voir les choses que sous mon angle à moi. Voilà. Voilà. Donc. Pour les femmes maintenant, je vais parler un petit peu des femmes parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des hommes. Pour les femmes, en fait, déjà, les règles un peu ou les conduites à tenir, ça va être de traiter l'autre avec le même respect avec lequel on traite nos invités. Parce que c'est vrai qu'a priori les femmes ont beaucoup tendance, enfin c'est dans l'étude, hein, ont beaucoup tendance en fait à être plutôt sur l'attaque, sur allez je lance le sujet mais je le lance pas bien. Et donc en fait de se rappeler, avoir en tête que ben en fait son partenaire on peut le traiter en fait comme si c'était un invité. Voilà. Donc ensuite il y a aussi éviter les engueulades et les remontrances. Voilà, on en revient encore à l'idée de l'inviter parce que imaginez qu'il abîme un objet chez vous, est-ce que vous allez lui hurler dessus ou est-ce que simplement vous allez dire c'est pas grave, voilà. Ensuite, il y a traiter l'autre en douceur et démarrer les discussions sur les sujets de discorde en douceur. C'est en fait ça enrichit, pardon, excusez-moi, ça enrichit la cagnotte positive du couple. Voilà. Alors ensuite, voilà, parce que en fait, alors je vais faire le lien un petit peu à ce que j'apprends moi à mes clients, c'est qu'en fait, si on commence brutalement de parler d'un désaccord, on entre directement pour ce qui s'appelle dans mon programme à moi d'accompagnement le triangle de Karpman. Donc c'est qu'en fait, on rentre dans le triangle de Karpman en mode bourreau directement. Et ça, en fait, c'est le triangle de Karpman, c'est la relation dramatique. Hein, ça mène toujours à des choses qui sont game over, hein, en fait, hein, complètement. Donc ensuite, voilà, donc on en arrive en fait à ma dernière page de ce que j'avais envie de vous expliquer. C'est revenir au concret des faits qui posent problème sans juger ou critiquer l'autre. Faire une demande plutôt que de rester sur l'observation. Gérer les émotions au fur et à mesure. Ne pas les laisser se cumuler, sinon, en fait, il y a forcément un démarrage brutal. Savoir stopper une conversation quand ce n'est pas le bon moment et faire autre chose pour se calmer, pendant 20 minutes au minimum. Trouver donc la zone de compromis. Ne pas s'habituer à la négativité et chercher toujours à améliorer la communication dans les deux sens. Savoir s'excuser quand on s'est emporté, reprendre la responsabilité de son mode de communication, programmer des moments de défoulement contre le stress. Toujours pour éviter les conflits, les hommes ont tendance à ne pas poser aussi les limites aux autres personnes. Le couple doit toujours être solidaire, ça doit être une équipe. Et en ce qui concerne petite particularité, pour les travaux ménagers, alors ça c'est pareil, ils ont encore étudié aussi, c'est lorsqu'un homme ne tient pas son engagement dans une tâche, sa femme ne se sent pas respectée. En fait, a priori, par rapport aux femmes, souvent, a priori, les hommes négligent que pour les femmes, c'est important d'avoir une maison rangée, propre, etc. Et donc, en fait, mesure pas en fait à quel point certaines choses du quotidien, certains petits détails peuvent être importants pour elles.
Et aussi, ils ont remarqué en étudiant que les hommes surestiment ce qu'ils font réellement à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un questionnaire avec je sais plus combien de critères de tâches ménagères à faire dans le domicile. Et ils se sont rendus compte en discutant avec les couples, donc ils appelaient ça le Love Lab, euh, que en fait les hommes surestimaient vraiment concrètement ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils disaient au départ du rendez-vous et ce qui était coché comme case à deux, ben ça n'avait rien à voir. Donc voilà. Ensuite, comprendre qu'un homme qui aide sa femme trouve une épouse aussi mieux disposée à lui apporter ce dont il a besoin. Donc aussi, honnêtement, dans l'étude, il parlait de la sexualité, hein, notamment. C'est-à-dire qu'au plus un époux va aider sa femme, ben, au plus elle sera disposée aussi pour lui donner sexuellement ben, peut-être ce dont il a besoin. Bon, après, c'est un peu à l'ancienne, parce que les femmes aussi hein, ont du désir, ont des besoins sexuels. Mais voilà, donc eux, en fait, ils en ont tiré ça. Voilà. Alors ensuite, les femmes aussi, de leur côté, elles doivent apprendre à déléguer et à laisser leur place aux hommes au sein du foyer. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes qui sont aussi dans le contrôle du foyer, dans vouloir tout gérer, tout contrôler. Pourquoi? Parce que ah, ben, si c'est lui qui le fait, c'est pas bien fait. Oui, sauf que en fait, comme ça, on encourage, enfin, on décourage les hommes à prendre leur place au sein du foyer en les critiquant et on en revient encore au cavalier, quoi. Voilà. Euh, donc, le couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ma conclusion, c'est que la bonne volonté des deux côtés est primordiale pour réussir un couple. Les hommes doivent apprendre à se laisser influencer par leurs femmes, à écouter les messages parfois mal amenés, écouter la demande qu'il y a derrière plutôt que de se focaliser sur la forme, trouver des compromis avec leurs femmes sans bras de fer, réfléchir à leur engagement et leur intention. Et les femmes, elles doivent éviter les critiques sur la personnalité de leur homme, apprendre à parler en douceur sur le factuel de ce qui les dérange, apprendre à déléguer et apprendre à leur laisser leur place d'homme. Les couples doivent entretenir la flamme à deux, se rappeler de pourquoi un jour ils sont tombés amoureux. Voilà. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de tout ça parce que j'ai trouvé que c'était assez précis. J'ai trouvé les expériences qu'ils avaient faites sur les hommes et sur les femmes intéressantes. Parce que moi, personnellement, vous voyez, je suis thérapeute de couple, mais par rapport aux études qu'ils ont menées sur les réactions des hommes, par exemple aux insultes, ça, je ne le savais pas. Donc maintenant, c'est vrai que ça permet d'être un peu plus au clair, en sachant que ben voilà, les hommes ont plus de difficultés à redescendre après une dispute et ont tendance, surtout la réaction pour se soulager de leur tension, à contre-attaquer. Que nous, on va peut-être dire les choses sur des tons de critique et attaquer l'homme directement, et que c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Donc moi, c'est vrai que ça correspond vraiment complètement à tout ce que je travaille dans mon accompagnement, puisqu'on parle encore de communication saine, on parle de gestion émotionnelle, on parle de prendre soin, déjà prendre soin de soi, pour pouvoir aussi faire déborder le réservoir et pouvoir aussi prendre soin des autres ou de l'autre. On parle de la posture aussi qu'on prend dans un couple, donc ce fameux triangle de Karpman dont j'ai parlé. Et donc tout ça, en fait, sont des éléments voilà, vraiment importants parce que de ce que j'en comprends de cette étude-là, c'est qu'il y a vraiment des noyaux durs dans un couple, il y a des choses qui sont insolubles. Par contre, la qualité du couple et la pérennité du couple va vraiment dépendre de ce qui se passe en dehors des conflits, en fait. Hein. C'est comment j'alimente ma relation, comment je prends soin de l'autre, comment l'autre prend soin de moi. Et qu'en fait, au plus il y a de moments, et c'est pour ça souvent, moi, dans l'accompagnement, j'explique en fait à mes clients que la relation, elle doit être bonne à 70-80%. C'est-à-dire 70-80% du temps, je sens que mes valeurs sont nourries, je me sens bien dans ma relation. Là, ça, c'est un couple fonctionnel. Les 20-30%, justement, ben, c'est ce que je leur explique, c'est le négociable. C'est ce qu'on va pouvoir discuter, dialoguer dans le couple, c'est la façon dont on va s'adresser à l'autre. C'est ne pas rentrer dans la réaction, mais devenir responsable de ses besoins pour justement ne pas balancer les choses dans la tête de l'autre, quoi. Voilà. Donc maintenant, ben, si jamais vous avez des questions, vous pouvez commencer à me les écrire dans le chat, mais le problème c'est qu'en fait je ne vois rien du tout depuis tout à l'heure.
Donc je ne suis pas sûre que je puisse voir vos questions. Je vais regarder s'il y a personne qui m'a envoyé un message pour me le dire. Est-ce que parmi les personnes présentes, celles qui montent dans leur Messenger, il y a quelqu'un qui pourrait m'envoyer un message pour me dire si parce que j'ai vu aucun commentaire depuis le début du live. Donc je suis pas sûre en fait que les commentaires soient activés. D'habitude, ils s'activent en cours de live, mais là, je vois rien du tout. Euh, Bon, je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à voir si vous avez des questions. Il y a un truc que je vous propose à ce moment-là, c'est que soit je referai un live pour répondre à vos questions si vous voulez me les mettre dans le chat, soit vous me les posez dans la discussion de groupe que j'ai créée qui concerne en fait le sujet d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a apporté. Je vous conseille honnêtement, parce que j'ai donné beaucoup d'infos, si ça vous intéresse, de vraiment le revoir en replay et de noter ce qui vous intéresse, de noter ce qui vous a appelé. Je sais pas du coup si ça vous a parlé. Mais j'espère voilà, que ça vous aura apporté en tout cas quelques pistes de réflexion, que ça vous a apporté peut-être pour ceux ou celles qui sont célibataires des notions à avoir pour trouver le partenaire qui pourrait aussi leur correspondre. Et voilà. Et si jamais vous sentez que vous êtes en difficulté aussi par rapport à tous ces facteurs-là, sachez que voilà, que mon accompagnement il est complètement dédié à ce genre de soucis-là, ce genre de réaction-là. Voilà, donc si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc je vais essayer de me tenir à ce que je dis, de refaire un live dans 15 jours. Si jamais vous avez des thèmes qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas à me dire, ben voilà Audrey, moi j'aimerais que tu fasses un live sur ça ou sur ça. Ce serait avec plaisir. Ah, ça y est. Je vois un commentaire, a priori. Alors, un nouveau commentaire. Non. C'était quelqu'un qui regarde apparemment. Voilà, donc écoutez, j'ai été contente de vous retrouver. Par contre, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir avoir vos commentaires dans le chat, mais bon, c'est comme ça. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et pour mes clients qui regardent, je vous dis à cette semaine. Et pour les autres, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Voilà, ça me fait bien plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.